Adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Justin Trudeau appelle au calme au lendemain de sa déclaration explosive sur le gouvernement indien. Incendie dans le Vieux-Montréal, c'est au tour du musée de Pointe-à-Calière de poursuivre la ville. Anticosti accède au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et déportation d'enfants ukrainiens, le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie de génocide devant l'ONU en personne. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, on a eu droit, bien évidemment, aujourd'hui à tout un ballet diplomatique, c'était certain, après la déclaration explosive hier de Justin Trudeau qui s'est levé en chambre, à la Chambre des communes, pour dire qu'il y aurait un lien entre New Delhi, donc le gouvernement indien, et l'assassinat d'un leader de la communauté sikh en Colombie-Britannique qui est survenu au mois de juin dernier. Grande déclaration, Mario, qui a été faite là, maintenant avec un peu plus de justification du côté de M. Trudeau en disant qu'on avait dû consulter les alliés avant de faire cette déclaration-là, consulter l'Inde elle-même aussi avant de décider de l'annoncer publiquement. Et aujourd'hui, c'est les contre-coups qu'on voit de tout ça parce que bien évidemment... M. Trudeau en remet plus, là. Non, il dit, on cherche ni la provocation, ni l'escalade avec l'Inde, donc il a décidé de pas en rajouter par-dessus. Appel au calme. Oui, parce que ça a été qualifié, ces accusations-là, d'absurdes par le ministre indien des Affaires étrangères. Mais ça, c'était certain, là, que l'Inde allait dire... Ouais, c'est nous, on s'excuse, c'était certain que c'est pas ça qu'on allait entendre. C'est ça qu'elle allait dire, je sais pas de quoi tu parles, là. Oui, absolument. Donc, eux ont qualifié ça d'absurde, ont expulsé, bien évidemment, un diplomate canadien qui était sur le territoire indien en réponse à cette expulsion qu'on a fait ici. D'ailleurs, c'est maintenant, là, l'identité, on la connaît de ce diplomate qui a été déclaré persona non grata ici, c'est Pavan Kumar Rai, qui est à la tête, entre autres, du Research and Analysis Wing de l'Agence de renseignement étranger de l'Inde au Canada. Donc, on a quand même eu des réactions musclées, puis même sur la télévision, Mario, en Inde, là, les différents postes de télévision qui étaient visionnables ici au Canada, mais c'est des répliques très musclées à M. Trudeau. En Inde, là, c'est anti-Trudeau. D'ailleurs, moi, c'est la question, plus les heures passent, plus c'est la question que je me pose, c'est-à-dire, on veut que le gouvernement canadien soit ferme, on pouvait pas laisser passer ça, mais est-ce que c'était à Justin Trudeau lui-même? Peut-être que politiquement, à court terme, c'était payant pour lui de montrer une image de force, oui. Mais à long terme, là, dans la relation entre le Canada et l'Inde, puis l'importance de ce pays-là, économique, puis dans le monde, est-ce que c'était à Justin Trudeau de faire cette révélation-là? Est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser, par exemple, après la période de questions, il a laissé aller Mélanie Joly, puis Dominique Leblanc annoncer l'expulsion d'un... Pourquoi il n'aurait pas laissé juste ces deux-là faire l'annonce? En même temps, il aurait expulsé un diplomate, il aurait fait l'annonce, ça aurait été une grosse affaire, mais le premier ministre se serait comme laissé en dehors de ça. Ouais. Lui-même, là, comme image du pays. Je suis plus certain qu'il a fait plus le temps passe, plus je me dis, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû, lui, se réserver en dehors de ça, puis dire, le chef du gouvernement, tout le monde sait qu'il a approuvé, là, puis même le gouvernement de l'Inde saurait que... Mais tu sais, aujourd'hui, en Inde, c'est pas tant Justin Trudeau lui-même qu'on planterait, c'est le gouvernement canadien. Ouais. En tout cas, il est devenu le paratonnerre de cette histoire-là en Inde. Oui, puis c'est devenu personnel, il est devenu impliqué personnellement, et ça, je suis pas sûr que c'est payant pour le Canada à long terme. En tout cas, ça peut être payant, par exemple, dans la communauté sikh du Canada, qui a réagi aujourd'hui là, avec soulagement à l'annonce de Justin Trudeau, tant du côté de la World Sikh Organization of Canada et du Conseil national des musulmans canadiens. On a été très heureux de ces annonces-là, des expulsions également. Ils vont encore plus loin. Là. Eux réclament le gel formel des négociations commerciales avec l'Inde. Là. On se souviendra que la ministre du Commerce international a annulé ici sa mission commerciale qu'elle devait mener en Inde là, juste avant qu'on fasse cette annonce-là. Là, on comprend maintenant que ça devait être lié d'une manière ou d'une autre. Tout ça. Donc, ça plaît quand même une certaine frange, Mario, ici, mais c'est pas de la même manière dont on présente ça là, en Inde. Parce que pour le gouvernement indien, puis la manière dont l'homme qui a été tué, le Hardeep Singh Nijjar, lui,
qui a été tué par balle devant le temple de Surrey en Colombie-Britannique à la fin du mois de juin, comme je le disais, a un lien avec l'État sikh indépendant du Khalistan. Il est considéré là, comme quelqu'un d'accusé de complot pour meurtre et terrorisme en Inde. Là. Quand même, là, c'est pas quelqu'un qui, pour le gouvernement indien, est bien vu. Il était recherché par l'Inde, très, très mal vu par l'Inde. Et ce que tu parles, là, donc, de l'idée de créer le Khalistan, là, ce rêve de créer un État sikh dans le nord, là, dans le nord de l'Inde, lui était un des organisateurs au Canada. Ils font des référendums. C'est un peu... un peu de bidon. Un geste symbolique. Ils les font pas sur le territoire là-bas. Ils font au Canada et en Australie et dans d'autres pays. Là, ils font des référendums pour savoir est-ce que les Sikhs vivant hors de l'Inde sont pour la création d'un État indépendant, le Khalistan. Mais quand même, tout ça déplaît totalement à l'Inde. Là. Toute cette discussion-là déplaît totalement à l'Inde. Oui, ça leur donne pas plus le droit de l'assassiner des gens. C'est ce que j'allais dire. Oui, bien évidemment. Donc, c'est tout un bras de fer quand même là, qui s'engage. Là, pour l'instant, aussi, on a voulu tuer certaines rumeurs comme quoi cet homme, là, M. Nijjar, n'était pas un citoyen canadien. Le ministre de l'Immigration, Mark Miller, lui, a voulu tuer les rumeurs dans l'œuf, affirmer qu'il était bel et bien devenu citoyen canadien à partir du 3 mars 2015. Donc, une histoire, Mario, qui n'a pas fini de faire trembler quand même, puis on n'a pas encore, bien évidemment, là, de nouvelles rencontres prévues ou de nouveaux accords commerciaux qui s'en viennent du côté du gouvernement canadien et du gouvernement indien. Ça va être un dossier qui va être clairement là, à suivre pour le reste de la rentrée parlementaire. Si on vient à Montréal, nouvelle poursuite civile qui s'abat en lien avec l'incendie qui a fait 7 morts dans le Vieux-Montréal, là, qui est le plus meurtrier depuis près d'une demi-décennie. Et cette fois-ci, c'est pas un particulier, c'est plutôt le musée Pointe-à-Calière qui réclame 3 millions de dollars à la ville. Les réclame pour sa complaisance. C'est ce qu'on dit envers le propriétaire de l'immeuble qui a été justement rasé par les flammes, l'avocat Émile Benamor. Parce que selon le musée, on dit que la ville n'a jamais inspecté adéquatement le bâtiment, ont échoué à faire respecter les règles malgré les inspections qui ont été faites depuis 2009 et donc, de concert avec leur compagnie d'assurance, vont réclamer 3 millions de dollars à la ville. Parce qu'on comprendra que dans le Vieux-Port, où se trouve justement le musée de Pointe-à-Calière, le feu a endommagé des bâtiments avoisinants. Là. Ça s'est pas limité seulement à ce bâtiment dans lequel il y avait plusieurs logements d'Airbnb, entre autres. Rappelle aussi que la personne, l'instigateur du brasier, qui est allumé de main criminelle, on le sait maintenant, est toujours au large en ce moment. Et comme on dit, ça n'aurait pas fait autant de dégâts, même si c'est de main criminelle, si on avait bien inspecté le bâtiment, puis si on avait des mesures de sécurité en place nécessaires et adéquates, on n'aurait pas eu autant de dégâts. Donc, ça fait plusieurs poursuites civiles, Mario, là, qui s'abattent à la fois sur la tête de la ville, à la fois sur la tête d'Émile Benamor. Là. Mais c'était prévisible, là. Malheureusement, ça ne redonne pas... la tragédie, c'est qu'il y a eu des pertes de vie, mais une fois ça assumé, là, qu'il y a eu ces pertes de vie, c'était certain que ce dossier-là était compliqué. Sincèrement, j'avais pas réalisé que le musée Pointe-à-Calière avait subi des dommages... c'est ce qu'ils disent, là. Aussi importants. On parle de 3 millions, moi non plus. C'était passé un peu sous le radar. Probablement qu'ils n'ont pas des dommages de 3 millions. Probablement qu'il y a des dommages exemplaires là-dedans contre la ville pour sa négligence. Oui. Mais j'ai été étonné par le montant. Oui, parce que là, il y en a d'autres des poursuites civiles. Là. Il y a l'action collective de plus de 22 millions de dollars contre l'avocat lui-même, Émile Benamor, le propriétaire de l'immeuble, ce qui va aussi contre Airbnb pour avoir fait des locations illégales dans le bâtiment. Il y a la famille de la jeune femme de 18 ans qui est décédée dans le brasier, Charlie Lacroix, qui, eux, ont intenté une poursuite civile de 1,5 million contre la ville. Eux aussi ont épinglé, dans leur poursuite, ont accroché tout le monde. Le propriétaire, la ville, Airbnb, ont mis tout le monde. Exactement, tout le monde dans le même panier. Puis au travers de tout ça, Maître Benamor lui-même réclame 7,5 millions de dollars à la ville. Il dit que les règles patrimoniales strictes, là, donc dans les bâtiments comme celui qu'il possédait dans le Vieux-Montréal, sont tellement strictes à la ville que ça aurait contribué à la gravité du feu dans son immeuble. Donc, tout ce beau monde-là se poursuivent, Mario, les uns les autres. Et là, à moins qu'il y ait des règlements à l'amiable, ça pourrait prendre des années avant que ces causes-là soient entendues finalement. Donc, il y a encore du temps pour en lancer d'autres de ces poursuites-là, Mario. Mais clairement, c'est un dossier qui est loin d'être fini. Mais pour la ville, une poursuite venant du musée Pointe-à-Calière, disons que ça donne pas une belle jambe. Là. Ça paraît pas trop bien. Non, ça fait pas des belles ententes de voisinage, ça c'est certain, Mario. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Une grande nouvelle aujourd'hui pour l'île d'Anticosti qui devient officiellement un site du patrimoine mondial de l'humanité reconnu par l'UNESCO. Quand même une catégorie qui fait des jaloux, on peut le dire. On a là-dedans, par exemple, la Grande Muraille de Chine, les îles Galapagos, le parc de Yellowstone aux États-Unis. Et là, le comité du patrimoine mondial était réuni à Riyad, en Arabie Saoudite, et ils ont fait l'annonce ce matin officiellement, donc que l'île d'Anticosti vient rejoindre tout ça. On considère que l'île d'Anticosti, puis c'est ce que joue en sa faveur d'ailleurs, c'est que c'est un des meilleurs sites au monde pour étudier la première grande extinction massive qu'il y a eu sur la Terre. Là. Extinction massive, on parle bien évidemment d'animaux, d'insectes, de toutes sortes de créatures qui vivaient à l'époque, à ce moment-là, parce qu'il y a des fossiles qu'on peut retrouver partout, entre autres dans les grandes falaises d'Anticosti. Donc, on va pouvoir préserver le patrimoine mondial à cet endroit-là, le travail scientifique aussi, puis ça vient là complètement mettre un terme à tout projet qu'on pouvait avoir de développement de pétrole, de gaz ou de mines. On va pouvoir continuer à faire un peu d'exploitation forestière dans des zones qui sont pas protégées, mais c'est quand même un discours qui vient changer la donne, Mario, de quand on pensait peut-être aller faire de l'exploration de pétrole à l'île d'Anticosti. Là, ça a changé du tac au tac. Virage, oui. Et c'est un virage... j'ai parlé à la mairesse aujourd'hui qui dit, écoutez, c'est un travail d'ensemble amorcé par les libéraux, parce que sous le PQ, là, c'était pétrole, à l'île d'Anticosti. Remarque, moi, je les comprenais. Moi, j'étais pour ça. Là. Mais là, à l'arrivée de Philippe Couillard a pris le virage vert. Mais les gens de l'Anticosti veulent pas donner le crédit à Philippe Couillard, veulent pas, je pense, insulter le gouvernement en place. Moi, je pense qu'il faut donner... Ceux qui se réjouissent de cette décision-là aujourd'hui, il faut donner un crédit à Philippe Couillard. Là. C'est lui qui, avec son pouvoir, a entamé le virage. C'est vrai que depuis que la CAQ est là en 2018, ils ont tout fait pour que ça se fasse. Là. Ils ont emboîté le pas, là, puis ils ont posé tous les gestes pour que ça se fasse à partir de là. Mais là, une fois qu'on a pris la décision qu'il y a plus d'exploitation pétrolière, sur le plan touristique, c'est une belle carte de visite, là, mais je regardais c'est quoi les autres. Il n'y en a pas tant que ça. Ici au Québec, là, on en a 3. T'as l'arrondissement historique du Vieux-Québec. Oui. T'as le parc Miguacha, à Gaspésie. T'as le canal Rideau qui est à Ottawa, sur le bord du Québec. Y en a-tu un autre? On dit qu'il y en a 3 maintenant au Québec, grâce à celui-là. Ça, avec c'est le Anticosti. 3e. Oui, avec Anticosti. Il y en avait 2. Qui devient le 3e. Il y en a 22 dans l'ensemble du Canada. Donc, le parc des Montagnes Rocheuses. Voilà. Donc, on a toutes sortes de patrimoines mondiaux de l'UNESCO qui se retrouvent ici, au Canada, entre autres. Puis pour ce qui est du tourisme à l'île d'Anticosti, il y avait une activité qui réjouissait tout le monde déjà depuis longtemps. C'est la chasse aux cerfs de Virginie, qui attire bien des gens. C'est le paradis. Et la pêche. Ça va continuer. Ça va continuer. Donc, tout ça, c'est des activités qui vont pouvoir être faites. D'ailleurs, on en a besoin à l'île d'Anticosti pour les populations de chevreuils, pour le contrôle des cheptels, parce que c'est un endroit dans lequel ça a été introduit. C'est pas une espèce qui est indigène de l'endroit. Là. Il n'y a aucun prédateur à part le chasseur. Ouais, donc, il y a beaucoup trop de chevreuils, c'est ridicule. Là. C'est un riche Français au 20e siècle qui a amené ça. Voilà. C'est lui qui a donné le nom au seul village, Port-Meunier. Voilà. Et qui, donc, a introduit des cerfs sur place. Ils se sont multipliés. Ils n'ont aucun prédateur. Puis là, on a besoin des chasseurs pour venir là. Donc, si c'était une de vos activités préférées à faire à l'île d'Anticosti, mais réjouissez-vous. Ça va demeurer malgré cette nouvelle nomination aujourd'hui. Une drôle d'histoire qui ressort aujourd'hui, Mario, qui concerne une publicité du Parti conservateur du Canada. Puis c'est pas tant le fond que la forme de cette publicité-là qui est visée aujourd'hui, parce que c'est l'image elle-même utilisée dans la publicité qui fait jaser. Parce qu'on voit dans la publicité qui a été retirée déjà il y a quelques jours, on accuse Justin Trudeau de contribuer à l'inflation activement. Ah oui? Les conservateurs accusent Justin Trudeau de ça? La justinflation, Mario, c'est le terme qu'ils utilisent déjà. Je pense que il l'avait déjà dit, je pense. Oui, là, 1, 200, 2000 fois à peu près dans la bouche de Pierre Poilievre et des membres de son parti. Et le problème, c'est que là, dans la publicité, on met là une espèce de famille, vraiment ce qu'on appelle une photo stock en bon français. C'est ça, parce que cette famille-là a vendu, dans le fond, à un photographe, les a pris en photo. Oui. Et ils ont signé, ils ont comme vendu les droits sur la photo. Pour que ça aille dans une banque d'images. Des banques publicitaires. Donc, les publicitaires, quand ils veulent, si tu veux annoncer quelque chose, tu as besoin d'un décor de fleuve Saint-Laurent, un décor d'un petit lac, un gros lac, une famille, un enfant avec les cheveux longs, un enfant avec les cheveux
cheveux courts. Il y a des banques de photos. Voilà, il y a toutes sortes de choses là-dedans qui peuvent se retrouver. Et là, ben, on voulait une belle famille québécoise et c'est ce qu'on a pris. Une photo de famille prise en 2016. Et là, ben, c'est parce que là, ce qu'on se rend compte après ça, c'est que dans la publicité, ben, on met des étiquettes. C'est comme, voilà ce que fait la juste inflation. Lui, ici, il peut pas payer son hypothèque. Elle, donc, elle cette pas famille-là, capable. l'autre, c'était ça. Il y avait dans le front, là, peut pas payer son hypothèque. Peut pas payer son hypothèque, peut pas acheter ci, peut pas Puis là, faire ça. Puis là, t'imagines la famille, là, la madame, attends, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, là. Voyons donc. Jacinthe, elle peut pas payer son hypothèque, qu'est-ce que c'est ça? Non, on se comprend que la réaction peut être assez forte. Et là, j'ai dit Jacinthe, c'était évidemment un faux nom. C'est Marc Duquet, entre autres, de la famille, qui est mal à l'aise avec l'usage qu'on fait de tout ça. Parce que quand on se ramasse là, dans une banque de photos comme ça, puis même la photographe elle-même, là, Mme Martine Doucet, elle aussi exprimé un malaise. Elle dit, regardez, moi, j'explique à mes clients, aux gens que je viens prendre en photo, qu'il n'y aura pas de diffamation, pas d'utilisation sensible, des images, que, tu sais... Mais tu pourrais t'en trouver dans une publicité de n'importe quoi en même temps, là. Oui, de n'importe quoi, mais il est pas mais censé... la politique, c'est spécial, là. Ouais, la politique, c'est spécial, puis habituellement, Mario, si tu te ramasses, là, même si c'est dans une banque, de ce que je comprends, si c'est plus sensible que ça. Par exemple, je sais pas, tu fais une annonce comme quoi tu représentes, je sais pas, là, ta photo est prise pour dépeindre un agresseur sexuel. Faites attention à vous, je sais pas. T'es censé être au courant. Averti, oui, t'es censé être averti bien, pour pas être diffamé. Et là, ben, les membres de la famille, eux, disent, regardez, on n'a pas de misère à payer nos hypothèques, on mange tous 3 fois par jour, on n'en a pas de problème, nous autres, tant que ça, avec l'inflation. Donc, c'est un peu de la diffamation. Il est censé avoir une réaction du Parti conservateur qui mais ils ont doit se retiré faire. la réaction, ils ont retiré la publicité. J'ai de la misère, parce que c'est sûr qu'il y a une maladresse politique. C'est vrai que les photos... Mais j'imagine qu'ils ont fait affaire avec une agence de publicité qui fait ça dans plein de dossiers. Il dit, regarde, banque de photos, c'est une banque de photos. Là, je veux dire, j'ai besoin d'une photo d'un hamster, d'un être humain, d'une fille... Le hamster va pas se plaindre, lui, par contre. D'une fille, d'une personne âgée. Non, mais tu sais, je vais dans la banque de photos, je prends une photo. Mais moi, je comprends. Ce que je trouve drôle, c'est que je comprends tellement la personne. Tu sais, mettons que c'est quelqu'un que je connais. Là. Mettons que c'est quelqu'un que je connais qui aurait vendu. Puis là, je le vois, pas capable de payer son hypothèque. Tu sais, il m'a l'appelé. Il m'a dit, hey Joe, ça va-tu? T'es-tu correct? T'as-tu besoin d'aide? T'as besoin d'aide, tu sais. Puis tout ça pour une pub du Parti conservateur. Ça donne toujours des occasions comme ça. Parce qu'une pub du Parti conservateur, corrige-moi, parce que je pense que Pierre Poilievre lui accuse des libéraux là, pour l'inflation. Hein? Puis crois-tu? Puis Justin Trudeau, personnellement. Je pense que oui. Juste inflation. Il me semble que je l'ai entendu dire ça une fois. Là, ou 2. Je pense. Ou 3. Tout savoir en 24 minutes. Personne ne va accuser Pierre Poilievre d'être éparpillé. Là. Non, c'est concentré, son message, discours. Hein? Son message est concentré, répétitif, concentré, vraiment pointu. Oui, mais il s'éparpille pas. Nous autres, on présente les points de presse à la TV, puis des fois, je suis quasiment mal à l'aise. Je dis, mais les gens ben là, on l'a déjà entendu, celui-là. Mot à mot. C'est le point de presse d'avant hier, ça? Mot à mot. Ouais. Mot à mot. Juste inflation. Ouais. On peut le répéter. Ben, mot à mot, mot au singulier. Ça, c'est le cas de le dire. Dans les écoles, Mario, ben, de temps en temps, on a tout ça, une belle petite controverse ou des petites obstinades sur la manière d'enseigner, la manière de mener les cours. Mais là, c'est un peu plus basique que ça. On se rend compte qu'il y a une dichotomie qui existe au Québec. Qu'il y a des écoles, des centres de services scolaires, d'un endroit à un autre, qui divergent dans la manière d'enseigner, ni plus ni moins que l'écriture. Toi, est-ce que tu écris en lettres attachées? Toujours. J'ai toujours écrit en lettres attachées. J'écris encore en lettres attachées. C'est parce que c'est beaucoup plus vite. Ouais, c'est parce que ça va vite. Beaucoup plus vite. Moi, je suis un vieux dinosaure qui prend toutes mes notes manuscrites à la main. Les collègues ici, mes amis, tout le monde me voit toujours comme griffonner sur des affaires dans des hiéroglyphes incompréhensibles. D'ailleurs, mon écriture n'est pas faite pour être lue. J'écris pas, j'écris petit, mais c'est lisible. Moi, c'est fait pour que personne puisse me lire. Ah non, c'est lisible. C'est lisible, oui. Mais j'écris à lettres attachées, mais là, c'est parce que là, écrire vite. Hey, je veux dire, des travaux de philo au cégep, des travaux à l'université en histoire, en économie. Tu sais, tout bout de champ, c'est des 500 mots, 1000 mots qu'il fallait que tu produises en 2-3 heures. Si tu m'avais dit, il faut que tu sépares toutes tes lettres, là, je me dis, je serais encore là. Ouais, tu seras encore là à ce jour, Mario, mais c'est pourtant ce qu'on constate, là. Les écoles primaires, un peu partout, ben, dépendamment d'où vous vous trouvez, on va soit vous enseigner, l'écriture en lettres attachées ou l'écriture, vraiment, le script, là, l'écriture cursive. Lettres attachées, c'est cursive. Ouais. Ah, voilà, cursive, pardonne-moi. Script, c'est séparé. Script, c'est séparé. Mais les lettres détachées pour faire ça. Mais moi, là, je pensais aux jeunes qui déménagent, là.
Mais c'est exactement ça le problème. C'est ce qu'on constate sur le terrain. C'est que là, tu as des jeunes qui, eux, dans leur école, on leur a enseigné le script. Donc, ils écrivent en lettres détachées constamment. Jamais appris les lettres attachées. Là, t'arrives en 5e année à Shawinigan, ton père a déménagé sa job. Et là, on te dit, vite, tout est en lettres attachées, il faut que tu apprennes. Là, ça fait des années, c'est censé être quelque chose d'acquis, de compris, puis de répéter, hein, parce que c'est la répétition qui finit par former justement l'écriture. C'est à force de le faire, puis de le faire, puis de le faire qu'on l'a. Puis là, c'est qu'on compare, dépendamment de l'endroit, les forces, les faiblesses de chacun des styles. D'accord, d'écrire en lettres attachées, c'est beaucoup plus rapide, c'est fluide, et après ça, c'est mieux aussi pour les jeunes qui ont de la dyspraxie, par exemple, ou de la coordination de mouvement. Plus facile à faire. Ah oui? Par contre, semble-t-il. Par contre, pour ce qui est du script, c'est plus difficile au niveau mécanique, mais après ça, pour l'apprentissage, ben, toutes les lettres que vous allez lire, qui sont dactylographiées, qui sont écrites à l'ordinateur, ben, c'est tout en script, oui, un peu partout. Alex, mais je veux dire... Mais moi, j'écris en lettres attachées, moi, Mario. Toute ma vie, j'ai continué à lire. J'ai continué à lire en lettres pas attachées, là, le journal des livres, il n'y a rien qui est dans... Mais à écrire, moi, là, c'est pas la même affaire, là, tu sais. On se comprend ensemble, Mario, là-dessus. Là. C'est assez spécial. Non, mais c'est parce que ce que j'entends, c'est que c'est toujours dans le programme, là, d'écrire en lettres attachées. Oui. C'est qu'il y a des endroits, ils se disent, là, il y a trop de stock dans le programme, faut élaguer, faut faire du ménage, on n'a pas le temps, on a trop d'élèves en difficulté. Fait qu'une des choses qu'on enlève en disant c'est pas obligatoire, c'est d'apprendre les cursives, là, c'est d'apprendre à écrire en lettres attachées, mais là... Ouais. Je comprends plus, là. C'est pas ce qui se passe dans nos écoles. Ouais, quand on est rendu à couper ça, Mario. Ben là, il me semble qu'autrefois, c'était même pas une question, mais là, je dois parler comme un vieux. Enfin. Économie. L'inflation a augmenté pour un deuxième mois consécutif au Canada. Là. L'indice des prêts à la consommation a augmenté de 4 % d'une année à l'autre au mois d'août. Il avait progressé de 3,3 % au mois de juillet. Donc, c'est une accélération qui est attribuable. Mario, on le dit en ce moment, au prix du logement. Surprise, surprise, 6 % d'une année à l'autre en août. Et également la hausse des prix de l'énergie, des produits d'énergie comme l'essence, entre autres. Le panier d'épicerie, ça se stabilise là, de plus en plus, ce qui est peut-être un peu ironique au moment où on convoque les dirigeants des grandes épiceries à Ottawa pour parler de gel des prix ou de fixation des prix. Mais bon, c'est vraiment, encore une fois, le coût de l'intérêt hypothécaire qui contribue à accélérer l'inflation, Mario. Ouais. Ça, c'est la lutte à l'inflation qui crée de l'inflation, parce que pour calmer la demande, on monte les taux d'intérêt, mais là, la montée des taux d'intérêt fait monter les hypothèques et les loyers, puis les hypothèques et les loyers, c'est le coût de l'habitation qui entre dans le calcul. Tu sais, quand on calcule l'inflation d'un ménage moyen, bien, un peu d'épicerie, un peu de nourriture, puis oui, se loger en fait partie, là. Mais là, est-ce que ça pourrait vouloir dire, justement, qu'on pourrait voir plus tôt que prévu, peut-être une baisse? Les avis divergent. Moi, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Je vois quand même beaucoup d'économistes qui disent « Restons calmes ». La Banque du Canada voit bien que c'est pas de la réelle inflation, elle est réelle, mais pas réelle, dans la mesure où elle est provoquée par des décisions de la banque elle-même. Mais moi, j'aime pas ce que je vois, là. J'aime pas que ça baisse plus. J'aime pas que le pétrole est reparti à la hausse, parce que le pétrole, c'est un vlimeux dans l'inflation. On dépense de l'argent pour du pétrole, puis le pétrole, il rentre dans le transport de tout ce qu'on achète, de la laitue aux meubles. Ouais, fait que ça vient affecter à peu près toutes les tranches. Le baril de pétrole, il est parti, là. Ce matin, il était à 92, 93, il est passé au-dessus des 90, puis on peut avoir l'impression qu'il remonte vers les 100 $ le baril. Là. Si tu regardes la courbe là, depuis un mois, c'est là qu'elle s'en va. Ouais. Ça peut caler. Des fois, les courbes cassent, ça peut repartir en descendant. Mais pour l'instant, tous les indicateurs sont à l'effet que le prix du pétrole est parti vers la hausse. Donc, je suis pas en panique, mais j'aime pas ce que je vois. Oui, puis après ça, on verra qu'est-ce que ça va vouloir dire du côté des décisions de la banque. Mais c'est aussi un facteur qu'il faut garder en tête, Mario, qu'on décide de faire des tours de vis économiques et autres. Mais ça prend quand même un certain temps là, avant qu'on en voit pleinement les effets. Le Monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aujourd'hui à la tribune de l'ONU. Il était présent sur place en personne, l'avait déjà fait, s'adresser depuis le début de l'invasion russe par visioconférence, mais là, était présent sur place, tout comme d'autres grands dirigeants mondiaux qui s'y trouvent. Le président américain Joe Biden également, qui a tenu un discours plus tôt dans la journée. Et ce sur quoi ça a porté du côté de M. Zelensky, c'est la déportation par la Russie de dizaines de milliers, selon lui, d'enfants ukrainiens vers la Russie. C'est quelque chose qui avait déjà été, entre autres, décrié par la Cour pénale internationale, qui ont même
jusqu'à ce jour, là, un mandat d'arrêt qui était mis ni plus ni moins contre Vladimir Poutine pour cette déportation illégale de milliers d'enfants ukrainiens. Là. Ça a commencé en février 2022 et ils auraient justement déplacé là, dans les territoires occupés des milliers d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens, les amènent en Russie, puis ensuite tentent, encore une fois, selon ce que rapporte M. Zelensky et la Cour pénale internationale, tentent de les endoctriner. Là. Parle justement que c'est l'Ukraine les méchants dans cette histoire-là, que la Russie ne fait qu'un bon travail en allant tenter de libérer l'Ukraine. Bref, toutes sortes de dénonciations qui ont été faites et ramenées par le président Zelensky. Qui est à New York, là, à l'ONU. Qui est à New York et qui il est va... pas loin de chez nous et il va venir nous voir. Va venir faire un petit tour, entre autres, va passer Ottawa, Toronto, je crois qu'ils seront les cités qui seront visitées exactement par le président Zelensky. À la fin de la semaine, je pense qu'on est assez discret sur ses déplacements, là, on l'imagine bien. Oui, bien sûr, on veut pas le mettre en danger, mais on peut assumer aussi, Mario, comme à chaque fois qu'il y a des visites d'État comme ça, qu'il y aura peut-être des nouvelles annonces qui seront faites dans ce dossier-là. Est-ce qu'on prépare une nouvelle aide financière, par exemple, une nouvelle aide militaire en soutien à l'Ukraine? On ne sait pas pour l'instant, mais ce serait une occasion, évidemment, pour Justin Trudeau de rassurer le reste de la coalition des alliés qui aident l'Ukraine dans son combat. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.